Bonjour à toutes et à tous. Au cours de la séance précédente, on a vu que la transmission d'un signal se fait d'un émetteur vers un récepteur. Moduler ce signal soit en amplitude, soit en fréquence est une nécessité pour le transmettre sur une longue distance par une onde électromagnétique. À la réception, la démodulation est nécessaire pour séparer le signal modulé de l'onde électromagnétique porteuse. Aujourd'hui, on va étudier la modulation en amplitude, en fréquence et la démodulation des signaux. Alors, notre leçon aujourd'hui, c'est la modulation et la démodulation. Alors, on va commencer le cours par la modulation d'amplitude. Pour commencer, on va exposer le principe. Alors, avant de se lancer dans l'étude expérimentale, il est nécessaire de connaître le principe de la modulation. Donc, la question qui se pose ici est comment se fait la modulation? Alors, on va prendre tout simplement un exemple tout à l'heure pour répondre petit à petit à cette question-là. Le signal que nous voulons transmettre est noté U de T, qui est généralement de basse fréquence, produit par exemple par un microphone, un baladeur, etc. On prend maintenant l'exemple d'un microphone qui va émettre un signal sinusoïdal de basse fréquence comme celui-là. Alors, on va essayer de transmettre ce signal-là. Bien évidemment, pour le transmettre, on va voir que pour transporter ce signal, on doit avoir une onde électromagnétique qu'on va appeler porteuse. Et cette onde-là, on l'a déjà vue dans le cours précédent des transmissions de signaux. Alors, on a une onde électromagnétique qu'on a définie au cours du cours précédent. On avait bien dit que l'onde électromagnétique est une onde résultant de l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Donc, celle-ci est la porteuse de notre signal. Bien évidemment, la modulation d'amplitude ou AM, on l'appelle le plus souvent AM, consiste à imprimer le message U de T sur l'amplitude UPM de la porteuse à l'aide d'un circuit multiplieur dont on va voir la nécessité tout à l'heure. Alors, dans le même contexte, le signal US de T obtenu a donc une amplitude A de T qui varie avec les caractéristiques du signal modulant. Alors, regardez bien, donc on va voir un signal modulé, c'est le signal qu'on va trouver à la sortie. Ce signal haute fréquence, HF, bien évidemment, modulé en amplitude, attaque une antenne constituée par un fil simple. Bien sûr, celle-ci rayonne une onde hertzienne. Et je rappelle bien qu'au cours de la séance précédente, du cours de transmission de signaux, on a bien vu les modes de propagation et les domaines des ondes hertziennes qui transportent le message jusqu'au récepteur. Donc, cette modulation se compose de trois étapes, à savoir la création d'un signal modulant U de T, la création de la porteuse UP de T et la création d'un signal modulé US de T. Alors, voyons voir tout ça en faisant recours à une étude expérimentale. Donc, passons à l'étude expérimentale. On va commencer par la création du signal modulant U de T. Pour simplifier, on va créer un signal modulant sinusoïdal avec un GBF. Pour obtenir une bonne modulation d'amplitude, il faut préalablement ajouter une composante contenue U0, tension de décalage ou de l'offset au signal U de T à transmettre. On obtient donc une tension U0 plus U de T. Donc, à la suite, on va relier le GBF à la voie 1 de l'oscilloscope. Donc, regardez bien la figure suivante. Ici, on va faire le réglage de la gamme de fréquences.
ce côté-là, on a le réglage du type du signal. On va prendre celui du sinusoïdal. Ici, on va faire le réglage de la fréquence. Et ce côté-là, le réglage de l'amplitude. Et ceci constitue la sortie principale. Bien sûr, il ne faut pas oublier que pour créer la tension ou bien la composante continue U0 qu'on appelle tension de décalage ou de l'offset, il faut tirer ce bouton-là, bouton offset. Il faut le tirer vers le haut. Bien évidemment, maintenant, on va passer à la création de la porteuse UP de T. Relier le second GBF à la voie 1 de l'oscilloscope. Effectuer les réglages suivants. On a pris par exemple une tension sinusoïdale de fréquence NP égale à 4 kHz. C'est une tension à haute fréquence, que vous voyez bien, 4 kHz. Et d'amplitude UP max égale à 7 volts. Alors, on reprend le cas, ou bien la figure de notre GBF. Donc, on va commencer par réglage de la gamme de la fréquence à la valeur de 1 kg. Ensuite, le réglage du signal en mode sinusoïdal. Par la suite, réglage de la fréquence à la valeur NP égale à 4 kHz. Et réglage de l'amplitude à la valeur UP égale à 7 volts. Et bien évidemment, on a de ce côté-là la sortie. Ensuite, on va passer maintenant à la création du signal modulé US de T. Alors, on va alimenter le multiplieur avec l'alimentation plus ou moins 15 volts. On va visualiser le signal modulant U de T plus U0 sur la voie 1 de l'oscilloscope. Et ensuite, on va visualiser le signal modulé US de T sur la voie 2 de l'oscilloscope. Bien évidemment, attention, il faut sélectionner le couplage DC lors de la visualisation de toutes les tensions à l'oscilloscope et non pas AC. Passons maintenant au circuit qui va nous permettre de mettre en évidence tout ce qu'on vient de dire. Alors, prenons le multiplieur. En entrée E1, on va introduire deux tensions U de T et la tension de décalage U0. Voie E2, on va introduire la tension UP de T, celle de la porteuse. Et en sortie, on aura US de T, bien évidemment. Alors, interprétation et exploitation. On va commencer par interprétation. Après avoir réalisé le circuit précédent, on va passer à l'interprétation. Le multiplieur va multiplier la tension U de T plus U0 connectée en E1 à la tension UP de T connectée en E2. Ainsi, la tension modulée US de T à la sortie du multiplieur est de la forme US de T égale à K facteur de U de T plus U0 multiplié par UP de T. Bien évidemment, le K, c'est un coefficient relatif au multiplieur. Alors, les deux signaux obtenus, le signal modulant U de T plus U0 et le signal modulé US de T, sont représentés ci-dessous. Alors, regardez bien, on a la courbe en rouge, c'est celle du signal modulant U de T plus U0, celle du bleu et celle de US de T, ça c'est une figure 1, et la figure 2, elle constitue un signal obtenu au laboratoire de sciences physiques, c'est une image ou bien c'est une figure réelle. Ensuite, on va passer à l'exploitation de l'expérience. Cette expérience-là nous permet bien évidemment la mesure de la période du signal modulant T et celle de la porteuse. Alors prenons la courbe précédente. Alors ce côté-là, on peut déterminer la période du signal modulant et par cette méthode-là, on peut déterminer la période de la porteuse. Bien évidemment, la période, c'est la durée du temps qui sépare deux maximums successifs de même amplitude, bien sûr. Alors, affichage en mode XY et en mode trapèze. Au cours de cette exploitation, on a fait allusion à cette méthode trapèze qu'on aura besoin tout à l'heure pour voir la qualité de la modulation. Est-ce qu'on a une bonne modulation et est-ce qu'on a une mauvaise modulation? Alors,
En utilisant l'oscilloscope en mode XY, avec X, en X voie 1, la tension modulante U de T et en Y voie 2, la tension modulée US de T, on obtient le oscillogramme ci-dessous. Alors regardez bien, c'est la méthode trapèze ou bien l'affichage X en mode XY. Étude théorique. On va passer maintenant à l'étude théorique. Donc pour commencer, on va établir l'expression de la tension modulée US de T. Alors, US de T, on l'avait déjà vu auparavant au cours de ce cours-là. US de T, c'est égal à K, facteur de U0 plus U de T multiplié par UP de T. Bien évidemment, on va utiliser ici des tensions sinusoïdales alternatives. Alors, donc, US de T est égal à K, facteur de U0 plus U de T multiplié par UP max cosinus de pi nt. Bien évidemment, à ce niveau-là, vous voyez bien que cette quantité-là, c'est celle de la porteuse, de la tension de la porteuse UP de T. Alors, donc, US de T égale à, je répète, US de T égale à K, facteur de U0 plus U de T multiplié par UP max cosinus de pi P de T. Bien évidemment, on passe à plus de développement. On va remplacer le U de T à la suite par son expression et on trouve que US de T égale à A fois U de T plus B multiplié par cosinus de pi NP de T avec A égale à K fois UP max et B égale à K multiplié par U0 par UP max. Donc l'amplitude A U de T plus B de la tension modulée est une fonction affine de la tension modulante U de T. Donc US de T égale à K multiplié par U0 multiplié par UP de T plus K multiplié par U de T multiplié aussi par UP de T égale à K multiplié par UP de T facteur de U0 plus UM cosinus de pi NT. Ici, on a remplacé l'expression de U de T par U max cosinus de pi NT. Alors, donc c'est égal à K UP de T U0 facteur de 1 plus UM sur U0 cosinus de pi NT. Bien évidemment, on trouve bien ce rapport là, UM sur U0. Alors, donc, on va continuer sur cette même lancée. US de T égale à K UPM fois U0 multiplié par 1 plus UM sur U0 multiplié aussi par cosinus de pi NT, le tout multiplié par cosinus de pi NT, NP de T. Donc, on retrouve l'expression finale US de T égale à A facteur de 1 plus M cosinus de pi NT, le tout multiplié par cosinus de pi NP de T. Alors, avec M égale à UM sur U0, ce n'est rien d'autre que le taux de modulation, et A égale à K multiplié par UPM, le tout est multiplié aussi par U0. Alors, donc, passons maintenant au taux de modulation. En fait, pour réaliser une bonne modulation, le signal modulé doit comporter l'information, le profil supérieur ou inférieur de l'enveloppe de la tension modulée et alors l'image du signal modulant. On peut montrer que le taux de modulation peut s'écrire sous la forme M égale à US max moins US min divisé par US max plus US min. C'est égal aussi à UM sur U0. Alors prenons un exemple. On a le signal suivant. Donc, on peut déterminer ça, c'est US max. Et celle-ci, elle constitue US min. Par exemple,
si on prend que US max égale à 3 volts, US min égale à 1,5 volts, bien évidemment, donc M égale à 3 moins 1,5 divisé par 3 plus 1,5. Et on trouve le résultat. Alors, donc, après avoir vu le taux de modulation, on va passer à autre chose maintenant. On va étudier le spectre de fréquence du signal modulé. Alors, on a trouvé que US de t égale à A facteur de 1 plus M cosinus de pi nt, multiplié par cosinus de pi np de t. Alors, sachant que, d'après la formule trigonométrique, cosinus P multiplié par cosinus Q égale à 1 demi cosinus P plus Q plus cosinus P moins Q. On a besoin de cette relation-là parce que lorsqu'on va développer la quantité O, c'est-à-dire US de t, on va trouver un produit de cosinus, P fois cosinus Q. Alors, tout développement fait, on a US de t égale à A cosinus de pi np de t plus 1 demi ma cosinus de pi n plus np de t plus 1 demi ma cosinus de pi np moins n de t. Alors, regardez bien, on trouve US de t, elle est sous la forme de la somme de 3 fonctions sinusoïdales alternatives. Donc, le signal modulé et la somme de 3 fonctions sinusoïdales dans les fréquences sont NP, NP plus N et NP moins N. De même, à chaque fréquence, on a une amplitude bien définie. Par exemple, regardez bien. Pour la fréquence NP moins N, l'amplitude c'est N demi MA. Pour N plus NP, l'amplitude c'est N demi MA. Et enfin, pour NP, l'amplitude c'est A. Donc, on va voir maintenant le spectre. Donc, on va prendre l'amplitude en ordonnée, en volts, bien évidemment, la fréquence N en Hertz en abscisse. Donc, on a la première raie, c'est de fréquence NP moins N. La deuxième raie, c'est de fréquence NP, c'est celle de la porteuse. Et la troisième, c'est NP plus N. Donc, respectivement, pour les raies NP moins N et NP plus N, on a une amplitude qui est égale à 1 demi MA. Pour l'arrêt de fréquence NP, l'amplitude n'est rien d'autre que MA. Ceci est une figure qui justifie bien tout ce qu'on vient de dire. Mais en réalité, on obtient la figure suivante. C'est une figure obtenue en laboratoire de sciences physiques, c'est une figure réelle. Donc on voit bien les 3 raies du spectre de fréquence du signal modulé, à savoir celle-ci, elle est de fréquence NP-N, celle-là de fréquence NP et celle-ci de fréquence NP plus N. Donc, passons à une remarque très importante. Pour mesurer le taux de modulation M, il est commode de recourir au signal trapèze dont on avait parlé au début de la séance. J'avais dit que cette méthode-là, elle est importante pour qualifier le taux de modulation. Est-ce que la modulation, elle est de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité? Donc, il est commode de recourir au signal trapèze obtenu en mode XY tel que M égale à grand L moins petit l divisé par L plus petit l. Alors, voyons voir comment on va déterminer. Donc, on peut, après avoir fait appel à la méthode trapèze, on obtiendra sur la figure de l'oscilloscope le schéma suivant. Donc, on prendra ceci est grand L, ceci est petit l, et on applique la relation M égale à L moins petit l divisé par L, grand L plutôt, plus petit l. Alors, passons maintenant à l'influence de la composante continue U0. Donc, on fait varier la valeur de la tension U0 de façon à ce que le taux de modulation M soit égal à 1, soit inférieur à 1 ou supérieur à 1. Alors, voyons voir 3 cas se présentent alors. Donc,
Commençons par le premier cas. U0, elle est supérieure à UM. Donc, M serait inférieur à 1. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir la figure suivante. Donc, vous voyez bien, la tension modulée, elle a quelle forme? Bien évidemment, en mode trapèze, on obtient la figure suivante aussi, ou bien en mode XY. Mais, passons maintenant l'enveloppe de la tension modulée. On ne change pas de signe au cours du temps. On dit que cette modulation est de bonne qualité. Donc, notez bien, lorsque U0 elle est supérieure à UM, soit M inférieur à 1, on a une modulation de bonne qualité. Voyons voir les figures réelles. Ce sont des figures obtenues dans le laboratoire de sciences physiques. Donc, ça constitue le signal modulé, bien évidemment, et celui-là, c'est l'affichage en mode XY ou bien la méthode trapèze. Passons maintenant au deuxième cas. Lorsque U0 est égal à UM, dans ce cas-là, M égale à 1. Donc, la modulation, dans ce cas, est limite critique. En mode XY, l'oscillographe n'est pas un trapèze, c'est un triangle. Alors, voyez voir la figure. Donc, regardez bien, la modulation, dans ce cas-là, elle est limite critique. Et on obtient un triangle et non pas un trapèze. Donc, voici les deux figures obtenues au laboratoire de sciences physiques. Ce sont des figures réelles. Donc, regardez bien le signal modulé et l'affichage en mode XY, on obtient le fameux triangle. Alors, passons maintenant au troisième cas. U0, elle est inférieure à Umax. Donc, M serait supérieur à 1. Dans ce cas-là, l'enveloppe supérieure de la tension modulée change de signe au cours du temps. Ne suit plus les variations du signal modulant. Cette modulation est de mauvaise qualité. On dit que l'on a obtenu une surmodulation. Le graphique en mode XY n'a plus la forme d'un trapèze. On obtient deux triangles opposés par le sommet. Donc, regardez bien, on obtient la figure suivante. Donc, ça, c'est la figure du signal modulé. Donc, vous regardez bien, on a bien une mauvaise modulation. Elle est de mauvaise qualité, plutôt la modulation. On dit bien qu'on a une surmodulation et en affichage mode XY ou bien la méthode trapèze, regardez bien qu'on obtient deux triangles opposés par le sommet. Alors, ce sont les figures obtenues au laboratoire de sciences physiques, ce sont des figures réelles. Pour conclure, alors, la modulation est de bonne qualité lorsque U0 elle est supérieure à UM, c'est-à-dire lorsque M elle est inférieure à 1. Donc, après avoir vu tous les trois cas ici devant vous, pour tout ce qui est modulation d'amplitude, on va passer maintenant à étudier la démodulation d'amplitude. Alors, pour commencer, on va exposer le principe de la démodulation d'amplitude. La démodulation consiste à récupérer le signal modulant contenu dans la partie supérieure de l'enveloppe du signal modulé en amplitude. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle, on va décortiquer le signal modulé. Alors, donc, la démodulation se compose de trois étapes pour obtenir le résultat suivant. Donc, on a trois étapes à suivre. Donc, commençons par la première étape. C'est la détection de l'enveloppe. La deuxième étape, c'est le lissage. Et la troisième étape, c'est l'élimination de la composante continue. Donc, vous voyez bien, on a trois étapes. Donc, commençons par la première étape, qui est celle de la détection de l'enveloppe. Alors, pour détecter l'enveloppe, on doit ajouter à la sortie du multiplieur une cellule formée par une diode de redressement D, un condensateur C1 de capacité C1, monté en parallèle avec
un résisteur R1 de résistance R1, comme l'indique le schéma suivant. Alors regardez bien, on a le multiplieur, on a la diode, le résisteur et le condensateur. Donc, nous avons appliqué au début la tension U de T plus U0 de T en entrée E1 et UP de T en entrée E2. À la suite, on a eu à la sortie US de T. Ici, on va monter une diode D de redressement. À la suite, on va placer un résisteur R1 de résistance R1 et en parallèle avec ce résisteur R1 de résistance R1, on va placer un condensateur de capacité C1. Et à la sortie, on aura une tension UBM de T. Bien. Cette détection se compose aussi de deux étapes. Alors, à savoir le redressement. Donc, voyons voir le redressement. La diode D bloque le courant. Si la tension à ces bornes est négative, la tension à la sortie de la diode est donc soit positive, on a une alternance positive, ou nulle. Donc, seule l'alternance positive est transmise. Bien évidemment, la deuxième étape consiste à la détection de crête ou d'enveloppe. Lorsque US de T décroît, c'est-à-dire diminue, le condensateur C1 se décharge dans la résistance de R1. Lorsque US de T croît, c'est-à-dire augmente, le condensateur C1 se recharge. Passons maintenant au schéma suivant. Donc, on a la diode D placée à la suite de laquelle est placé un résisteur de résistance R1. Donc, on aura ici, à la sortie du multiplieur, le signal modulé. Et après avoir placé la diode D et le résisteur de résistance R1, on aura le signal suivant. Ce sont deux figures obtenues au laboratoire de sciences physiques. Ce sont deux figures réelles. Bien évidemment, on va passer maintenant au lissage. Alors, le lissage consiste à se débarrasser des ondulations du signal démodulé. Pour le faire, on monte à la suite du détecteur d'enveloppe un filtre passe-bas. Pour supprimer intégralement la porteuse de fréquence NP, très supérieure à la fréquence N du signal modulant, il faut un filtre passe-bas comme celui du circuit précédent. Or, on sait qu'un tel filtre passif est caractérisé par la fréquence de coupure haute NH qui est égale à 1 sur 2pi R1 fois C1. Donc, NH doit être très inférieur à NP tout en restant nettement supérieur à N. Vous voyez bien la condition? D'où l'inéquation R1 C1 est inférieure à T, mais elle est supérieure à TP. On va passer maintenant à l'élimination de la composante continue. L'enveloppe est décalée par rapport à l'axe du temps de U0. Bien évidemment, la tension de décalage ou bien de l'offset. Pour en extraire le signal sinusoïdal que l'on veut capter, il suffit de supprimer la composante continue. Pour ce faire, on associe au montage formé par le détecteur d'enveloppe et le dipôle R1-C1 qu'on avait vu précédemment, de filtrage entre deux points Q et M, un troisième étage constitué d'un autre dipôle R2-C2, comme sur le schéma de la figure suivante. Donc, on va placer à la suite du montage précédent un troisième montage formé par tout simplement la tension UBM dont on a vu tout à l'heure, un condensateur C2 de capacité C2 bien évidemment et un résisteur R2 de résistance R2 et on aura à la suite la tension US de T à la sortie. Bien évidemment, la tension de décalage est une tension continue, c'est-à-dire une tension de fréquence nulle. Pour l'éliminer, il faut alors
un filtre passe haut, comme celui de la figure précédente. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé un filtre passe haut. De fréquence de coupure basse, NB, qui est égal à 1 sur 2pi R2C2. Bien évidemment, R2C2, ça constitue quoi? C'est le taux. Pour que le signal modulant ne soit affecté, il faut que NB soit très inférieur à sa fréquence N, d'où la condition R2C2 très supérieur à T, ou bien taux très supérieur à T, tel que T, c'est la période du signal modulant, bien évidemment. Donc, on aura à la fin le signal modulant décortiqué et on aura le signal reconstitué. Voilà. Donc, passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de la modulation d'amplitude. Donc, commençons par les avantages. Alors, elle est simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir un multiplieur. La largeur de sa bande est limitée à 2n. La fréquence n du signal modulant ne peut pas être très élevée. Elle a une portée importante. Sa démodulation ne demande qu'une diode, des condensateurs et des résistors. Ceci est très pratique, donc c'est très simple à réaliser. Par contre, point de vue inconvénient. Alors, très sensible aux parasites, la modulation d'amplitude a un énorme problème, c'est que le signal devient forcément extrêmement bruité sur des longues distances à cause de l'affaiblissement et des amplifications nécessaires pour le compenser. La consommation est très importante en énergie. Donc, après avoir vu ceci, donc, on peut maintenant dire que la modulation d'amplitude, elle a des avantages et même elle a des inconvénients. Donc, passons maintenant à l'étude de la modulation de fréquence. Alors, par opposition à la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence consiste en la modification de la fréquence et non de la porteuse en fonction de la tension modulante. Bien évidemment, donc on va passer premièrement étude expérimentale. Pour faire varier expérimentalement la fréquence de la porteuse en fonction de la tension instantanée du signal modulant U de T, on utilise par exemple une diode varicap. C'est quoi une diode varicap? C'est un condensateur dont la capacité C varie en fonction de la tension instantanée U appliquée entre ces bornes, comme suit. C égale à K multiplié par U à la puissance A, avec A qui est égal à 1,5 et K est une constante. Le condensateur fait partie d'un résonateur LC de fréquence propre N0 égale à 1 sur 2pi multiplié par la racine de LC. La fréquence NP de la porteuse doit être très stable. Pour cela, on utilise un oscillateur à quartz à haute fréquence. Pour réaliser un émetteur, on monte à la sortie de l'oscillateur un amplificateur de puissance et une antenne. Donc, regardez bien la figure suivante. Donc, on a ici le microphone, on a le modulateur relié à un circuit LC, donc c'est un oscillateur à quartz, bien évidemment. De même, le modulateur est lié, ce côté-là, à un amplificateur qui est à son tour lié à une antenne. Donc ça, c'est la figure, bien c'est le circuit qui représente la modulation en fréquence. Donc, passons maintenant à l'étude théorique après avoir exposé l'étude expérimentale. Donc, on gardera les mêmes notations que précédemment, c'est-à-dire, à savoir, U de t égale à UM cosinus de pi nt, expression du signal modulant, bien sûr. Donc, c'est une fonction, bien c'est une tension sinusoïdale alternative. Donc, UP de t qui est égal à UPM cosinus de pi np de t,
qui est l'expression de la porteuse. Le principe de la modulation de fréquence est de varier la fréquence de la porteuse en fonction de U de t, c'est-à-dire on va varier tout simplement la fréquence de la porteuse en fonction de U de t qui est celle du signal modulant. Alors, donc regardez bien la figure suivante. Donc on va varier la fréquence de la porteuse en fonction de la tension U. Donc remarque, il faut faire attention, l'étude de la démodulation de fréquence est hors programme. Passons maintenant à plus de détails dans l'étude théorique. Soit N0, la fréquence de la porteuse en absence de modulation. Donc, la fréquence du signal modulé en fréquence s'écrit sous la forme générale. Donc, Np de t qui est égal à N0 plus K multiplié par U de t, qui est égal aussi à N0 plus K UM cosinus de pi Nt. Donc ici, on a remplacé tout simplement U de t par son expression UM cosinus de pi Nt. Donc, de cette expression Np de t résultent les définitions ci-dessous, à savoir delta Np qui est égal à Np moins N0, qui est égal aussi à K multiplié par U de t. À partir de cette relation-là, on peut en tirer celle-ci, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle l'excursion en fréquence. Passons maintenant à étudier la valeur maximale. La valeur maximale est appelée excursion crête de fréquence. Alors, pour Np de t, voyons bien que Np de t est maximal si cosinus de pi Nt est égal à 1, c'est-à-dire Np max qui est égal à N0 plus K multiplié par U max, d'où Np max moins N0 est égal à K multiplié par UM. On appelle bêta l'indice de modulation défini comme suit. Alors, bêta est égal à Np max moins N0 divisé par N, ou bien c'est égal au rapport K multiplié par U max divisé par N. Donc, on démontre que le signal modulé en fréquence prend la forme générale US de t est égal à UPM cosinus de pi Np de t plus K multiplié par UM divisé par 2pi N cosinus de pi Nt, c'est égal aussi à UPM cosinus de pi Np de t plus bêta qui est l'indice de modulation divisé par 2pi cosinus de pi Nt, bien évidemment. Alors, donc, conclusion. Un signal modulé en fréquence admet donc une amplitude constante, c'est celle de la porteuse, une fréquence qui varie au cours du temps. Donc, vous voyez bien, donc, un signal modulé en fréquence admet une amplitude constante, c'est celle de la porteuse, et une fréquence qui varie au cours du temps. Donc, passons maintenant à voir les avantages et les inconvénients de la modulation en fréquence. Comme tout à l'heure, on avait vu les avantages et les inconvénients de la modulation en amplitude. Donc, pour les avantages, alors regardons bien. Une très faible sensibilité aux parasites électromagnétiques, c'est-à-dire, par exemple, les hautes tensions, les éclairs. Une haute fidélité pour la reproduction des fréquences. La fréquence de sa porteuse peut être sélectionnée facilement par les récepteurs. Un excellent rendement énergétique, c'est-à-dire la majeure partie de l'énergie est portée par le signal modulant et non par la porteuse. Et ceci, c'est très important, parlant de tout ce qui est rendement énergétique. Passons maintenant aux inconvénients.
Le signal modulé en fréquence se propage directement, d'où la nécessité des relais d'amplification du signal. Le montage de la modulation FM, c'est-à-dire modulation de fréquence, est plus compliqué qu'en AM. Alors là, c'est un grand inconvénient pour la modulation en fréquence. La démodulation est délicate qu'en AM. Aussi, ceci est un grand inconvénient. Alors, donc, on récapitule. La modulation d'amplitude admet bien des avantages. Bien évidemment, la modulation en fréquence admet bien aussi des avantages, mais toutes les deux, elles admettent des inconvénients. Donc, pour récapituler tout ce qu'on vient de dire au cours de cette séance, on voit bien que la modulation d'amplitude, elle est classée suivant les catégories. Est-ce qu'on a une modulation, une bonne modulation, une mauvaise modulation, etc. Suivant le taux de modulation qu'on avait montré au cours de cette séance-là, comment on peut le déterminer, ça d'une part. D'autre part, la modulation d'amplitude admet bien des avantages, mais aussi des inconvénients. Et aussi, on a vu ensemble que la démodulation est une partie très importante de du traitement, tout ce qui est signal à transmettre, etc. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, on a vu que la modulation de fréquence, on peut la réaliser, mais son circuit est un peu délicat, point de vue expérimental, à réaliser au laboratoire de sciences physiques, d'une part. D'autre part, on voit bien que ces jours-ci, toutes les chaînes privées, par exemple, admettent des fréquences FM, c'est-à-dire de réception FM. Par contre, notre radio nationale, elle admet une fréquence AM. Donc, on récapitule encore une fois que la modulation et la démodulation d'amplitude, tout simplement, c'est réalisable et elle admet des avantages et des inconvénients. De même pour la modulation en fréquence, elle admet bien des avantages et des inconvénients. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bon courage. Merci.